Dans la course à la présidentielle et à la députation, les différents candidats des différents partis rivalisent d'ardeur sur le terrain pour ratisser large. En province comme en région, la séduction de l'électorat se fait de différentes manières. Entre meetings et visites d'infrastructures, la rédaction de BF1 vous emmène au cœur de cette campagne. Et puis, le monde entier retient toujours son souffle quant à l'issue de la présidentielle américaine. Le décompte se poursuit avec Joe Biden en tête. Difficile à accepter dans le camp de Trump où ses partisans sont descendus dans les rues pour exiger l'arrêt du dépouillement. Mesdames, Messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus à ce rendez-vous de l'information sur BF1. Depuis ce 31 octobre, l'actualité, c'est la campagne électorale. Actualité oblige donc, on vous emmène au cœur de cette bataille électorale. C'est juste après ces transitions. Nous entamons ce journal avec la suite de notre série de portraits consacrés aux 13 candidats dans la course à la présidentielle. Ce 13h focus sur celui de l'ancien Premier ministre Yacouba Isaac Zida, un visage bien connu du paysage politico-militaire burkinabé. Exilé au Canada depuis près de 4 ans, sa candidature a été validée par la CENI, puis par le Conseil constitutionnel. Retour sur le parcours du candidat du MPS avec Archimède Boya. Yacouba Isaac Zida. La simple évocation de ce nom fait penser au deuxième jour de l'insurrection populaire d'octobre 2014. Nous sommes le 31 octobre, la rue a eu raison du régime de Blaise Compaoré qui quitte le pouvoir. Dans la soirée, c'est lui, Yacouba Isaac Zida, qui annonce sur les antennes de BF1 le départ du président et déclare assumer les responsabilités de chef de l'État. J'assume désormais, à partir d'aujourd'hui, les responsabilités de chef de cette transition et de chef de l'État pour assurer la continuité de l'État. Responsabilité qui va assumer pendant 21 jours avant de passer le relais à un président civil en la personne de Michel Kafando. Ce dernier nomme Yacouba Isaac Zida, alors lieutenant-colonel et numéro 2 du RSP, Régiment de sécurité présidentielle, comme son Premier ministre. Il est chargé de conduire le gouvernement de la transition qui a pour mission d'organiser la prochaine élection présidentielle. En décembre 2014, ces brouilles commencent avec ses anciens camarades du RSP suite à des affectations et des nominations contestées au sein de ce corps. La crise atteindra son summum lorsque le 4 février 2014, Isaac Zida se réfugie chez le Moronaba, le chef suprême des Mossé. Il n'en sortira que grâce à une série de médiations. Le 28 décembre 2015, il démissionne ainsi que son gouvernement suite à l'élection du nouveau président de la République, Roch-Marc Christian Kaboré. Depuis 2016, il vit en exil au Canada. En janvier 2017, il est radié de l'effectif des forces armées nationales pour désertion et un mandat d'arrêt lancé contre lui par la justice militaire. C'est de son exil canadien que le natif de Yako, dans le Passoré, annonce en 2019 son ambition de briguer la magistrature suprême. Aujourd'hui, cette ambition est portée par une formation politique, le MPS, Mouvement patriotique pour le salut. Bien qu'absent du pays, le parti l'a investi le 25 septembre dernier à Ouagadougou comme son candidat à la présidentielle. Investiture au cours de laquelle l'ex-président et ancien Premier ministre de la transition s'est adressé à ses militants et sympathisants par visioconférence. Je refuse que Zida et le MPS servent de bouc émissaire à un président et à son parti pour justifier leur échec politique. S'ils ne peuvent pas, qu'ils cessent simplement la place à ceux qui peuvent. Âgé de 55 ans, son dossier de candidature a été validé par la CENI, Commission électorale nationale indépendante. Reste à savoir si Yacouba Isaac Zida rentrera au pays
pour la présente campagne électorale. Voilà, à ramener la paix en 6 mois au Burkina Faso, c'est une promesse électorale de Kiemdoro Do Pascal Sessouma. Pour son premier meeting ce 4 novembre, la mobilisation n'a visiblement pas porté ses fruits. Qu'à cela ne tienne, c'est un candidat de Vision Burkina à la présidentielle, déterminé à poursuivre la conquête de l'électorat qui s'est adressé à l'assistance. Luc Park-Belgem pour les précisions. Kiemdoro Do Pascal Sessouma n'a pas fait le plein de militants pour son premier meeting à la présidentielle et législative 2020. Le candidat de Vision Burkina explique cette situation par le fait qu'il ait refusé de marchander le déplacement des femmes et des jeunes dans son propre quartier à Pissi. En lieu et place d'un meeting, c'est donc une déclaration qui a servi de lancement de campagne dans le cas d'Yogo. Je ne vais jamais payer quelqu'un pour venir écouter mon message à un meeting. Jamais je ne le ferai. Ils disent, ah, monsieur, c'est seulement donc vous n'aurez personne. J'ai dit, qu'à cela ne tienne, c'est pas grave. Payer quelqu'un pour venir écouter le message de Vision Burkina n'est pas dans nos principes. C'est pas possible. C'est ça que nous voulons changer dans ce pays-là. Parce que c'est ainsi que commence la corruption électorale. Pour aboutir à la corruption générale. Vision Burkina n'est pas dans ça. Vous êtes venus, ceux qui sont venus, je les considère comme des gens qui sont de vrais militants. Parce qu'ils m'ont dit que c'est comme ça qu'on remplit des stades recto-verso. Je ne le savais pas, ils me l'ont appris. Le fondateur du parti pacifiste se demande comment les Burkinabés peuvent espérer le changement et refuser eux-mêmes ce changement. Vision Burkina a une vision pour le Burkina Faso. Il se donne quelques mois pour ramener la paix au Faso. Il y a un président qui a promis, que dis-je, qui s'est engagé à ramener la paix et la sécurité au Burkina Faso en 18 mois. Oui, 18 mois. Je ramène la paix et la sécurité dans ces pays. 3 mois pour comprendre. 3 mois pour identifier les commanditaires. 6 mois pour négocier. Et 6 mois pour conclure. C'est un calendrier précis. Si en juin 2022, la paix n'est pas revenue durablement au Burkina Faso, moi, Kiemdoro Do Pascal Sessouma, candidat de Vision Burkina, je m'engage à démissionner, purement et simplement. Le président de Vision Burkina, parti pacifiste, est candidat à la présidentielle. Il ne se dit pas meilleur que les 12 autres candidats, mais se dit meilleur au plus mauvais des candidats. Pour les législatives, son parti est présent dans 8 provinces. Kiemdoro Do Pascal Sessouma dit savoir comment remplir désormais les lieux de meeting au Burkina, même s'il ne compte pas tomber dans le piège. Après le meeting éclair du parti, des militants se sont retirés au siège de Vision Burkina, à quelques pas du lieu de ce premier meeting. Également dans la course à la présidentielle, Tahirou Barry, le président du MCR, accorde une place de choix au secteur de la santé dans son programme. Il est allé visiter un centre hospitalier privé de Ouagadougou, une clinique d'où il a appelé à la mise en place d'un plan d'urgence pour le système sanitaire burkinabé en souffrance. Alexis Belnaba, reportage. Le mouvement pour le changement et la renaissance fait du secteur de la santé le socle du développement du Burkina Faso. Un secteur que le candidat du MCR à l'élection présidentielle qualifie de fragile et qui a besoin d'un plan d'urgence de sauvetage. En visite à la clinique Notre-Dame de la Paix, Tahirou Barry dit être édifié par la qualité des installations. Aujourd'hui, au Burkina Faso, notre système de santé est lui-même malade et a besoin d'un plan d'urgence de sauvetage. Il n'est pas normal que dans un pays de 20 millions d'habitants, il n'y ait par exemple que 2 IRM. Et parmi ces 2 IRM, nous avons la chance d'avoir une installation dans cette clinique. Ça veut dire qu'il y a une nécessité pour l'État de procéder à travers une convention à l'appui de ces établissements privés de santé qui œuvrent de façon déterminante dans le champ de santé nationale.
de les accompagner par des subventions conséquentes, de les aider à obtenir des crédits conséquents et surtout de contribuer à relever les plateaux techniques. Le propriétaire de la clinique Notre-Dame de la Paix se ravit de cette visite. Une occasion pour Jean-Baptiste Ouedraogo de relever les différentes difficultés rencontrées par le secteur sanitaire privé. C'est la première fois que je vois un candidat à l'élection présidentielle se proposer de s'intéresser à un secteur aussi crucial, aussi important que la santé. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de développement sans santé. Ce sous-secteur privé ploie sous des problèmes, des difficultés importantes. Et vous avez vu ce que vous avez constaté tout à l'heure, nous avons un plateau technique suffisamment relevé, mais qui demande énormément d'investissement. Et cet investissement, c'est des milliards pratiquement. Après cette visite, le président du MCR a marqué sa solidarité à l'endroit de 193 pensionnaires du centre de l'Ouendo de Sakoula. Toute nation a une âme et l'âme du Burkina Faso, c'est la solidarité. Nous avons chacun de nous une mère et aucun de nous n'aimerait voir sa mère dans un état de rejet, de mépris, voire de diabolisation. Nous entendons donc, à travers cette visite, réaffirmer l'impératif de solidarité envers les personnes vulnérables et surtout d'accompagnement de ces personnes qui aspirent au respect, à la dignité et au bien-être. En cette campagne électorale, les pensionnaires ont formulé des bénédictions pour une victoire du MCR au soir du 22 novembre prochain. Une campagne électorale pour la présidentielle et les législatives, il y a aussi ces partis qui ne s'activent que pour la conquête de l'électorat en vue de siéger à l'hémicycle. Parmi eux, le PUR, le Parti progressiste uni pour le renouveau, qui est allé sonner la mobilisation à s'appuyer, peut compter justement sur la mobilisation de ses militants pour la victoire de Bawinama. Archimède Boy, reportage. À s'appuyer, le PUR, progressiste uni pour le renouveau, sonne la mobilisation pour les législatives prochaines. Réunis place de la Caisse populaire, les jeunes, les femmes et les coutumiers prennent successivement la parole pour apporter leur soutien à Bawinama, candidat du PUR à la députation. Nous pouvons vous garantir du coup KO, car la jeunesse est le puissant de tout le monde. Au regard de la mobilisation et des différentes interventions, la victoire est assurée pour le PUR, selon son président. La population de Sapui a fini de nous convaincre. La population de Sapui a fini de nous convaincre et notre cheval s'apprête comme ça à prendre la direction de l'Assemblée nationale avec notre camarade Nama Bawi, qu'il faut applaudir très fort. Quand le candidat Bawi se présente à la tribune, son discours en français est très bref. N'écoutez pas ceux qui, à travers les télévisions, vous dire qu'ils feront des coups KO, en tout cas en matière de législative, au zéro. Parce que nous ne nous intéressons même pas à eux. Pour nous, ils n'existent pas. Nous sommes le PUR et vous verrez, franchement, au soir du 22, les résultats qui sortiront des urnes. Puis l'actuel député maire de Sapui poursuivra son allocution en langue locale Gurunsi. Il est galvanisé par la présence de ses camarades de parti, tels Désiré Traoré, député maire de Solenzo, et Alexandre Sankara, député du Kadiogo. Enfin, des consignes de vote sont données aux militants avant de clôturer dans une ambiance orchestrale. Une campagne électorale qui bat son plein. Sachez que c'est ce 5 novembre que le président sortant, candidat à sa propre succession, fait son entrée dans l'arène. Le parti au pouvoir mobilisé à Bobo Dioulasso pour l'occasion peut déjà compter sur les personnes vivant avec un handicap pour reconduire Roch-Marc Christian Kaboré à Kosiam. Elles l'ont fait savoir hier en présence d'Arsène Konditamde. Des personnes vivant avec un handicap dans la province du Kadiogo apportent leur soutien au candidat Roch-Marc Christian Kaboré.
Pour elle, le président sortant a œuvré durant son mandat à leur donner plus de dignité. Elles en veulent pour preuve la tenue du Forum national des personnes vivant avec un handicap et l'octroi d'appui financier pour la réalisation d'activités génératrices de revenus. Pour nous, c'est déjà un coup KO parce qu'il a déjà fait beaucoup de choses pour nous, les personnes handicapées. Quand vous voyez ce soir les témoignages, le soutien en matière d'activités génératives de revenus, la formation en entrepreneuriat au profit des personnes handicapées, la formation pour la recherche d'emploi, les techniques d'emploi. Quand vous allez dans le Centre 5, le président Omar Christian Kaboré parle réellement de la prise en compte des personnes handicapées au niveau de tous les services de développement, au niveau de toutes les actions de développement du Burkina Faso. Pour les responsables du parti dans la province, ce soutien est le signe que la victoire par coup KO du MPP ne sera qu'une formalité. Au regard de ce que j'ai entendu, au regard de ce que nous avons vécu avec eux durant les 5 dernières années, nous n'avons rien à leur demander vis-à-vis de leur soutien à notre candidat, le camarade Omar Christian Kaboré. Ils l'ont déjà prouvé à plusieurs reprises. C'est leur volonté. Ils nous ont invités ce soir. Vous avez vu leur mobilisation. Malgré que nous sommes venus en retard, malgré la nuit, ils sont restés, ils sont là, ils sont déterminés à nous accompagner. 2 personnes vivant avec un handicap sont sur des listes du Mouvement du Peuple pour le Progrès à ces législatives. Salimata Ziba sur la liste du Kadiogo et Dauphineta Eric Seni sur la liste nationale. Élection toujours et on met le cap à présent sur les États-Unis d'Amérique. Le décompte des voix se poursuit et le monde entier retient toujours son souffle. Qui de Biden ou Trump siégera à la Maison-Blanche ces 4 années à venir? On ne le sait pas encore, mais les résultats qui continuent de tomber au compte-gouttes sont favorables à Joe Biden. 264 grands électeurs contre 214 pour Donald Trump. Ces résultats passent déjà mal. Dans le cas de Trump, ses partisans qui contestent sont descendus dans les rues pour manifester. Regardez. Arrêter le dépouillement, voilà ce que scandaient des dizaines de partisans de Donald Trump devant un centre de dépouillement de Détroit dans le Michigan, alors que Joe Biden a remporté cet état pivot et que l'équipe de Donald Trump a lancé une action en justice pour avoir le libre accès au lieu de comptage des bulletins de vote. Nombre d'États ont été débordés par le déluge de bulletins envoyés par correspondance, encouragés en raison de la crise sanitaire. Et le dépouillement pourrait encore prendre des heures et des heures. Si la justice s'en mêlait comme en 2000, cela pourrait même durer des semaines, estiment certains spécialistes américains du droit électoral. À Chicago, au contraire de Détroit, des manifestants ont défilé pour demander au président Trump de quitter la Maison-Blanche. Au cri de chaque vote compte et de dehors Trump, ils ont raillé la déclaration de victoire prématurée de Donald Trump et les actions en justice lancées aussi dans le Wisconsin et en Pennsylvanie. À New York, des centaines d'Américains sont aussi descendus dans les rues pour demander le compte de chaque voix, accusant Trump d'interférer dans le processus démocratique. Depuis l'Europe, l'OSCE a critiqué les allégations infondées du président américain qui a parlé de bulletins de vote surprise et même de fraude, attisant ainsi les tensions. De retour chez nous au Burkina Faso, sachez que c'est fini pour le séminaire national de la culture depuis ce 21 octobre. 3 jours de réflexion sur les mécanismes de financement endogène des structures et opérateurs culturels majeurs. Les échanges ont porté leurs fruits puisque les séminaristes sortent de ces rencontres d'échange chargées d'une batterie de recommandations pour booster l'industrie culturelle. On voit tout cela avec Jacob Zongo et Soto Justin Ndabiri. Institutionnaliser un forum national périodique sur le financement des opérateurs culturels majeurs et émergents, renforcer l'autonomisation et la viabilité des opérateurs culturels majeurs par des acquis institutionnels réguliers sont entre autres les recommandations qui sont sorties des travaux de réflexion des acteurs de la culture lors du séminaire national sur la culture. Ces réflexions entrent dans le cadre de la recherche de financement endogène pour la redynamisation du secteur de la culture. Pour ce qui concerne aussi ces recommandations, il faut dire aussi que par rapport aux critères qui ont été définis pour pouvoir identifier les opérateurs culturels majeurs, il y a un comité qui doit être mis en place pour essayer de voir comment on peut vraiment, à partir des critères qui ont été définis au niveau de cet atelier, ce séminaire, et définir vraiment identifier d'abord les opérateurs culturels majeurs et voir quel mode d'appui
techniques et financiers il faut mettre en place pour pouvoir accompagner ces opérateurs culturels majeurs. Les acteurs culturels disent compter sur les autorités en charge de la culture pour la mise en application effective des mesures prises au cours de ce séminaire national. La préoccupation majeure de ce séminaire-là, c'est comment trouver des formes et des types de soutien financier pour garantir l'existence de ces opérateurs culturels et bien sûr la poursuite de leurs activités. Et cet objectif-là est atteint à travers par exemple la recommandation de signer des conventions avec les opérateurs culturels pour tenir compte de leurs besoins et voir quelle assistance on peut leur apporter. Tous ces besoins exprimés par les opérateurs culturels ont été consignés dans les rapports et dans les recommandations. Donc maintenant, c'est la théorie. Ce que nous espérons et souhaitons vivement, c'est que ça puisse se traduire concrètement dans les actes afin que les opérateurs culturels majeurs puissent avoir les viviers nécessaires pour continuer leur activité. 4 jours durant, les acteurs de la culture du Burkina se sont penchés sur des mécanismes de financement endogène des structures opérateurs culturels majeurs ainsi que le renforcement qualitatif et quantitatif de la contribution nationale du monde de la culture au développement économique. Pour soutenir la mise en œuvre des recommandations sorties des 4 jours d'échange, des critères d'identification des acteurs majeurs ont été définis ainsi que la mise en place d'un comité de suivi. Voilà, c'était donc 4 jours de réflexion pour booster le secteur culturel burkinabé. Et puis, dans sa lutte pour l'épanouissement de la jeune fille, une soirée de gala a été initiée par l'Association pour l'épanouissement de la jeune fille. Une soirée qui vise à offrir un cadre de distraction aux élites féminines. Elle a aussi marqué le coup de la 6e édition de la journée de cette élite, nous disent Sokto Justin Dabiré et Jacob Zongo. C'est dans une ambiance festive, empreinte de convivialité et de gaieté que s'est déroulée la soirée gala de l'Association pour l'épanouissement de la jeune fille AGF, appelée la Nuit de l'élite féminine. Une soirée marquée par des reportages de films sur l'AGF, un défilé de mode des stylistes de l'association, la remise de chèques aux filles déscolarisées et le concours dénommé Challenge de l'élite féminine. La lauréate de ce concours est Raina Rebecca Lengani. En ce qui concerne la liberté de la femme, il faut savoir que ce sont les femmes elles-mêmes qui doivent s'arracher leur liberté. Elles ne doivent pas attendre que quelqu'un leur donne leur liberté. Donc, ce que moi, je peux leur dire, c'est de ne pas attendre que ce soit quelqu'un qui fasse le boulot à leur place. C'est leur liberté, c'est leur responsabilité et qu'elles la prennent en main. Je remercie énormément l'Association pour l'épanouissement de la jeune fille pour cette initiative parce qu'elle nous a permis d'apprendre énormément de choses depuis le forum jusqu'à aujourd'hui pour la compétition. La tenue de cette nuit des élites est un pari gagné selon la présidente de l'Association pour l'épanouissement de la jeune fille. Très difficile, j'allais dire, parce qu'au-delà justement de la situation sanitaire, il y a aussi cette même situation-là qui a causé beaucoup justement d'effets négatifs. Heureusement, j'allais dire, ou fort heureusement que nous avons eu une marraine et un parrain qui nous ont accompagnés et qui nous ont permis justement de relever ce défi-là. Avec les partenaires, nous avons pu en tout cas tenir le pari, réaliser déjà l'activité. Une initiative louable et très appréciée par les partenaires présents à cette édition qui réitèrent leurs félicitations à l'AGF tout en les invitant à s'armer de courage pour la tenue des prochaines éditions. Pour grimper sur un arbre, ce n'est pas aussi difficile, mais pour y rester, c'est ça qui est le plus difficile. Ils ont atteint déjà un certain niveau, donc c'est à elles de tout faire pour ne pas baisser de niveau, mais toujours grimper les échelons. Mais nous sommes toujours à leur côté pour les accompagner pour ça. J'ai foi en fait à notre avenir et à notre devenir et cela passera par la femme. Je crois qu'aujourd'hui la femme d'ailleurs, comme j'ai l'habitude de le dire, l'excellence est au féminin. Donc la femme c'est en fait la clé, c'est l'unité de mesure de l'excellence. La nuit des élites féminines est le couronnement du Forum international des jeunes filles qui a eu lieu du 6 au 8 septembre 2020. Ces activités entrent dans le cadre du projet de l'AEGF à l'occasion de la Journée internationale de la jeune fille célébrée chaque 11 octobre. Ce projet qui s'étend sur 4 mois de septembre à décembre 2020 vise à former, sensibiliser, informer, rapprocher, reconnaître le mérite et créer un cadre idéal et d'expérience des jeunes filles sous le thème « L'éducation par pair, avantages et inconvénients ».
Voilà, mesdames, messieurs, on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci de votre fidélité renouvelée au programme de la chaîne Au cœur de nos défis. Je vous retrouve demain pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.